One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations. Relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison ? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis avec Juliette, sexothérapeute. Bonjour Juliette. Bonjour. On va vous faire un petit épisode en vue des fêtes. On avait envie de parler des loyautés familiales. Donc on va vous définir ce terme un petit peu après. Vous allez voir que vous allez vous retrouver dans certains aspects. Parce que en fait, on sait que les fêtes de fin d'année, c'est des moments conviviaux, certes, mais ça peut être des moments de stress, ça peut être des moments où on reprend contact avec des personnes qui sont pas toujours cool ou parfois dans les familles, on n'a pas toujours les mêmes avis, les mêmes visions des choses et que on a besoin d'être un peu armé avec tout ça, face à tout ça. Et donc, on voulait en parler. Mais avant ça, Juliette, tu peux te présenter si tu le souhaites. Dis-nous tout. C'est avant tout un gros bordel. Donc, je suis d'abord sexothérapeute à Rouen et aussi en visio, donc partout dans le monde parce que j'ai des horaires complètement décalés et je travaille avec des expatriés, beaucoup aussi. J'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an ici et je suis en train de créer pas mal de partenariats, dont des ateliers avec toi. Oui. Ça va être certainement très bientôt l'occasion aussi de me lancer sur tout ce qui est cyberharcèlement. Donc c'est pareil, ça va être des choses sur lesquelles je vais pas mal travailler l'année prochaine. Et j'ai aussi une boutique de bougies qui me permet de faire des ateliers d'art-thérapie, mais aussi tout simplement d'être en lien avec des créateurs et surtout des créatrices, parce que j'essaye que ce soit féminin à 100%. Que j'utilise aussi pour m'amuser, mais aussi pour le travail. Ouais, c'est passion et en même temps, c'est un outil de travail parce que, comme tu l'as dit, c'est de l'art-thérapie. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous entendez des petits pas et des petits bruits, c'est parce que j'ai mon petit chiot qui est avec nous ce soir pour le podcast et donc qui fait un petit peu sa vie autour de nous et il se demande ce qui se passe. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Merci pour ta présentation. C'est super intéressant de pouvoir parler de ça ce soir. Et on va d'ailleurs commencer ce soir. Nous, on enregistre ce soir. Vous l'écouterez comme vous voulez, quand ce sera le moment pour vous. Mais j'aime toujours bien définir les termes parce que je trouve que c'est important. Et en plus, loyauté familiale, ça parle pas à tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous donner la définition de ce que c'est une loyauté familiale ? Je vais prendre mes petites notes parce que clairement, des définitions comme ça, sinon je vais te sortir des termes neurosciences, ça va être pas possible. Les loyautés familiales, ce sont principalement des attentes invisibles qui viennent de nos familles, parfois même sur plusieurs générations et qui nous influencent, mais sur plein d'aspects et principalement nos choix, c'est-à-dire sexuels, affectifs, professionnels et relationnels. Exemple, là, ça va pas être des choses écrites, ça va être plutôt ce qu'on ressent. Les femmes doivent être discrètes, les hommes sont forts, on parle pas d'émotions, on parle pas de sexualité, il faut se sacrifier dans la famille, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec les loyautés familiales, c'est que c'est des choses qui sont dans l'inconscient, donc qui parlent tout de suite à la sexualité, mais c'est surtout assez impressionnant parce que même quand on s'en pense détaché ou qu'on a l'impression d'avoir travaillé dessus, c'est des choses qui peuvent très facilement revenir, notamment en thérapie. Parce qui ressurgissent du coup par le travail de thérapie. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir mis des limites avec nos familles parce qu'on a senti qu'on s'était pas senti bien. Et 15 ans après, on se retrouve en thérapie et on se rend compte que ces limites-là, certes, on les a posées, mais on est encore très très loyaux avec ces règles invisibles. C'est intrinsèque du coup à notre manière de fonctionner du coup. Oui, et on s'en rend pas compte. Exactement. En fait, c'est vraiment des messages transmis autant par la famille, l'éducation, les attitudes, les tabous, les rôles imposés, ce qu'on nous a pas dit aussi. Par exemple, tabou un peu. Voilà, c'est ça. Alors par exemple, ce truc de ma mère aussi elle s'est faite violer et du coup j'ai décidé elle m'a dit que on n'avait pas le droit de le dire. Donc moi quand je l'ai vécu, j'ai décidé qu'on n'avait pas le droit de le dire non plus. Donc quand ma fille veut l'avoir vécu, soit je casse le truc et du coup je vais l'écouter, soit en fait je reste loyale à ma famille et je continue ce truc de écoute, ça arrive, c'est normal. Donc c'est très inconscient. C'est très très inconscient et c'est des trucs
qu'on est capable d'entendre encore maintenant tu dois rester un modèle familial, faut protéger l'image de la famille, tous ces trucs-là. Oui. Mais la ça famille, c'est reste, ton tout. Voilà, on pardonne tout. Mais c'est la famille. Voilà. C'est la famille. Il faut bien s'entendre. Oui. En plus, on se voit tous pour les fêtes. Oui. Noël et tout, c'est censé être du pardon, c'est censé être de l'amour, etc. Ce qui peut l'être. Mais il y a toute la pression, etc. Par exemple, on a vu... Enfin, tout simplement, meilleur exemple du monde, on a toujours vu nos mères faire la vaisselle et nos pères rester à table. Si on répète la même chose, ça va être de la loyauté familiale. Et par exemple, un homme qui va se lever pour aider sa femme à faire la vaisselle, on va toujours avoir le vieillon qui va être dans le coin à dire dis donc, elle l'a bien maté, ta femme. Enfin, voilà, ce genre de truc. Oui, du coup, oui, c'est plus exceptionnel. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que justement, moi, à Noël, c'est vrai que c'est toujours les femmes qui s'activent. En vrai, je m'étais jamais posé la question. En fait, ça a toujours été instauré comme ça. Les hommes, ils sont assis, en fait, finalement. Et moi, je t'avoue que moi, je suis quand même assez chill comme personne. Alors, j'aime aider les autres. Je suis pas ce métier-là pour rien, mais du coup, moi, c'est vrai que je suis plus dans l'émotionnel, avec les autres aussi. Oui, voilà. Mais dans le fait de faire des choses, débarrasser la table, etc. J'avoue que c'est pas le truc qui est le plus automatique du monde. Alors ça, bien sûr que si on me demande... En fait, on va devoir me demander. Sauf que moi, j'ai une tante qui, ça l'énerve au plus haut point. Et donc, des fois, je fais des blagues, je me lève, t'as vu, j'ai pris une assiette, tu dois être fière de moi. Et elle prend au premier degré, elle va dire, mais c'est fou que tu penses comme ça. Et en fait, c'est vrai que, c'est vraiment, même moi, dans ma famille, c'est instauré comme ça. En fait, je me rendais même pas compte. Ça va même vachement loin parce que tout ce qui est la base de l'anxiété chez les femmes, en général... Ça vient de la charge mentale, que les femmes ont vu leur mère mettre en place, etc., que les hommes ont vu leur père ne pas mettre en place, etc. Donc si la mère a pas fait un travail chez ses enfants garçons, en fait, eux, ils vont pas avoir appris aussi à gérer ce genre de choses. Et c'est en fait la base même de la charge mentale féminine. En fait. Et tu sais que d'ailleurs, cette tante-là, quand on fait Noël, elle passe pas un bon moment parce qu'elle a toute la charge d'organisation et elle finit par le reprocher, sauf qu'en fait c'est quelque chose qu'elle fait de manière automatique comme ça a été longtemps le pilier de la famille en termes organisationnels, réunion de famille, c'est toujours elle qui nous a réunis, elle avait une maison là où on habitait, etc. Et aujourd'hui, encore Noël, c'est elle qui prend un peu cette charge parce que elle se doit dans sa tête et sauf que pour elle c'est pas toujours une partie de plaisir et c'est dommage. C'est clairement dommage et je vis la même chose avec ma mère là qui nous reçoit ses 4 enfants Enfin, c'est 3 enfants, je sais pas pourquoi je dis 4. C'est 3 enfants. Mais parce qu'il y a mon père dans le lot, donc c'est le 4e, tu vois. Mais du coup, qui nous reçoit tous d'un coup, ça fait des années où ça n'a pas été le cas parce qu'on est tous par Mons et par Vaux. Et elle est terrorisée parce qu'elle est extrêmement, extrêmement dans le contrôle. Et en fait, malheureusement, tout ce qui est charge mentale, anxiété, etc., c'est pour la majorité des femmes une façon d'avoir un contrôle sur leur vie. Donc c'est aussi pour ça, c'est les charges mentales, en fait, et que ce soit, enfin les charges mentales, mais surtout, du coup, les loyautés, en fait, elles se construisent sur la peur, le besoin d'appartenance et le désir de ne pas décevoir. Donc Noël, c'est tout ça. C'est-à-dire que la peur que les gens soient tristes, la peur que ça se passe pas bien, la peur qu'il y ait des conflits, des choses comme ça. Le besoin d'appartenance, tout le monde doit bien s'entendre. Enfin, on est un clan, on est une famille, il y a vraiment ce truc-là qui revient. À quel point la famille réussit à évoluer aussi, comment on montre qu'on réussit à faire perdurer la famille dans les métiers, dans les trucs comme ça, pour être fier. Et après, le désir de ne pas décevoir. Je veux dire, Noël, ta tante qui reçoit, c'est autant un positionnement dans lequel elle s'est mise que un positionnement dans lequel elle s'est coincée. Et en plus, ça s'entretient par la honte. Genre, si tu fais ça, par exemple, si tu n'aides pas ta famille, si tu n'aides pas les femmes à débarrasser, ça veut dire que, en fait, t'es pas une bonne femme familiale. Oui, quoi. C'est ça. Bon, après, moi, j'avoue que j'ai travaillé sur ce truc-là, mais c'est vrai que c'était un peu... Ouais, mais vous êtes des feignasses, parce que je suis pas la seule à être comme ça dans ma famille. Vous êtes des feignasses, vous pouvez pas vous lever un peu, alors que y a plein d'autres choses qu'on a pu apporter, autres que débarrasser la table à Noël, tu vois, qui ne sont pas soulignées et importantes dans leur fonctionnement. Et bon, après, moi, je m'en suis détachée, et aujourd'hui, j'en fais même des blagues, et si je les vois galérer, bien sûr que je vais les aider, mais tu sais, elles sont 6 debout, il y a un moment... et puis en plus, tu te rends compte que, comme tu dis, elles ne profitent pas du tout. Parce que comme c'est dit qu'une fois avoir fini, on doit débarrasser, pour ensuite, voilà. Plein de repas, voilà, réussir à tout nettoyer, etc. Parce que le ménage, ça reste quelque chose d'important. Et les loyautés, ça s'entretient aussi avec le rôle social, les injonctions et le silence. Tu vois, ça fait partie de tout ça. Donc, c'est le même principe. Par exemple,
Si tout d'un coup, tu te levais en disant, mais en fait, vous les tantes, vous allez vous poser, et vous les mecs qui n'avez pas bougé vos fesses, ni pour cuisiner, ni pour mettre la table, ni pour faire tout le ménage de la maison, ni pour faire les décorations, etc., bah en fait, c'est vous qui allez vous occuper ce soir. En fait, t'as la moitié des femmes qui vont être en mode, non, c'est notre rôle à nous, en fait. C'est ancré. Est-ce qu'elle le verbaliserait, tu vois? Je suis même pas sûre, c'est notre rôle. Bah non, laisse-les, on n'a jamais fait ça. Ou est-ce qu'elle le verbaliserait et c'est surtout qu'en fait, elles vont faire pire que ça, elles vont faire ce qui pose un peu problème à l'heure actuelle, c'est que elles vont vouloir et puis ça se comprend. En fait, gérer et être sûr que ce soit bien rangé au bon moment, bien nettoyé, bien mis dans le lave-vaisselle pour rentabiliser, etc. Et ça, je le vois beaucoup à mon cabinet, c'est que mais c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait, nous les femmes, on est éduquées, il y a une vraie différence garçons et filles là-dessus, on est éduquées à nettoyer, tout organiser, prendre soin, mais sur le long terme. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va faire plus facilement, je dis nous, mais pas forcément, hein, bien sûr, il y a des hommes qui faire des généralités de toute façon. Voilà, mais en gros, on va avoir tendance à nettoyer régulièrement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, tout le week-end à faire le ménage. Parce que certains hommes vont dire le contraire, ils vont dire, moi, quand je rentre, j'aime bien l'idée de pouvoir juste ne rien faire, retrouver ma nana, faire l'amour et juste qu'on passe à autre chose. Sauf que la nana, elle va se dire, oui, mais si je nettoie pas ça, et ça non plus, du coup, demain, il y aura encore plus ça et ça et ça, et du coup, je vais retrouver samedi à devoir tout nettoyer, alors qu'en plus, la plupart du temps, c'est aussi les femmes qui organisent les week-ends pour les couples, et les week-ends pour les enfants aussi. Et les vacances, et les cadeaux de Noël, et les vacances qui s'organisent. C'est souvent même les femmes des belles familles. Genre, je sais pas toi, mais moi, je vais à Noël dans ma belle famille, c'est toutes les femmes de la belle famille qui organisent les vacances de Noël, qui est-ce qui peut se voir quand, où, pourquoi, etc. Il y a un des garçons qui a dû pouvoir, qui est capable de dire, ok, moi je viens là, quand est-ce que vous êtes dispo, etc. Mais tous les autres, non, quoi, tu vois. Donc ça fait partie de ces injonctions-là, et en fait, malheureusement, ça fait partie de la charge mentale, quoi. C'est ça qui est frustrant. Ouais, complètement. Merci pour toutes ces mises en contexte et cette définition. C'est important, je trouve, la définition, c'est cool, ça permet de comprendre ce que c'est, mais en même temps, de redonner des exemples concrets. Je pense que ce qu'on a donné, c'est quand même des choses qu'on peut voir dans beaucoup de familles, qui restent des choses soft, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus dures à vivre pour certaines personnes où vraiment c'est du stress parce que traumatisme dans leur famille, parce que agresseur dans leur famille, parce que, alors agresseur de tout type, soit agresseur physique, sexuel, ou même agresseur... à chaque fois, il y a une réflexion sur notre physique, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on décide d'être, sur ce qu'on décide de ne pas faire, sur nos vies en général. Et franchement, c'est des micro-agressions qui sont vraiment pas cool. Extrêmement dures à porter et qui touchent tout, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Le quotidien. C'est-à-dire, tu vas avoir fait un régime pendant toute ton année parce que tu as envie de te sentir trop canon, etc. Et en fait, plus que de le mettre dans la tronche, les gens vont pas le voir, ils vont dire, dis donc, t'as vu ce que t'as appris comme... voilà. Et en plus, il y a des gens qui ne vont pas le faire avec... Voilà, ça dépend des familles. Il y en a qui vont le dire d'une autre façon, mais ça sera tout aussi douloureux. Mais voilà. Et t'en as d'autres, ils vont y aller en mode hard, complètement. One, two, three. C'est une bonne transition pour les impacts, du coup. Les impacts qu'ont les loyautés, on en a un peu parlé déjà. Mais en explorant un peu plus, quels sont réellement les impacts finalement qu'il y a dans nos vies, dans nos différents... Alors là, mon chiot mange des câbles. Donc... non. Un peu qui dépasse. Là, ça peut être intéressant de dire, en fait, dans quelle sphère de nos vies... alors, on vous a parlé de Noël, on trouvait que le moment était propice, mais on va pas vous parler que de ces moments-là. Mais dans quelle sphère de nos vies, finalement, les loyautés familiales, elles viennent nous impacter. Tu vas avoir plein de moments, en vrai, tout au long de notre vie. Donc, comme je disais déjà, rien que la sexualité, bon, ça reste mon domaine, donc je le vois au quotidien. Mais ça joue dans la façon qu'on a d'être performant, tu vois, au sein de notre couple, tout simplement. C'est-à-dire quand tu dis performant, qu'est-ce que tu entends par là ? Tout, c'est-à-dire à quel point est-ce que tu es une bonne amante, à quel point est-ce que tu es une bonne amoureuse, à quel point est-ce que tu es un bon amoureux aussi, à quel point tu es un bon amant, à quel point tu as la capacité de tenir, d'un point de vue purement sexuel, une érection, d'avoir une éjaculation, en tant que femme, de recevoir, parce qu'il y a rarement ce truc de prendre, c'est être capable d'être une bonne amante, et ça, j'en ai un nombre incalculable de femmes qui font du vaginisme, qui font de la vulvodynie, dyspareunie, tous ces trucs-là. Et le lien avec les loyautés le lien, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que... déjà, je connais pas beaucoup de femmes qui s'aiment physiquement.
Et voilà, et en plus on a vraiment cette vision de la sexualité qu'on reçoit de nos parents malgré tout, de se dire en fait il faut qu'on soit jolie, il faut qu'on soit sexy, désirable. En même temps pas trop salope, et voilà tout ce truc là en fait, il faut qu'on soit désirable, mais en même temps est-ce que j'ai le droit de me masturber, donc est-ce que j'ai le droit de me donner du plaisir, est-ce que j'ai le droit à tous ces trucs là, est-ce que j'ai le droit de regarder du porno, parce que dans certaines familles c'est pareil, c'est vu de façon extrêmement négative, surtout pour les femmes je trouve, surtout pour les femmes, mais même pour les hommes, tu vois, j'ai encore plein de femmes qui quand elles disent ah mon mec il regarde du porno, tu vois, il y a ce truc là, elles le prennent comme, voilà, elles le prennent comme une tromperie, voilà c'est ça, et à côté de ça elles n'arrivent pas à se donner du plaisir, elles n'arrivent pas à en prendre voilà, pour tout ça, je veux dire le nombre de fois où les hommes ont entendu certainement leur oncle dire que ils devaient quand est-ce que tu ramènes une copine, combien de nanas t'as pu avoir, avec combien de nanas t'as pu avoir de rapports sexuels, ou même pire, c'est-à-dire des choses quand t'es petit, des gamins qui ont été emmenés voir des prostituées histoire de... Ah ouais, ça existe encore. Ça existe encore. Histoire d'être sûr que le mec sera bien défloré assez jeune pour pouvoir être efficace au lit. Et être un homme. Et être un homme. Parce que c'est vrai que c'est vachement relié, alors que nous, il y a cette honte parfois de perte de virginité. Alors ça dépend. Ça dépend vraiment, mais si, c'est là aussi, hein, clairement. Ça commence, je crois que les plus jeunes commencent à... et encore, tu vois, j'ai fait un article sur le body count, le fait de combien est-ce que tu as eu de partenaires, etc. Tu vois, en fait, les loyautés ne sont pas que familiales. C'est malgré tout, ça vient aussi, tu vois, ça peut être international aussi, etc. Oui. Ouais, donc, c'est ça que j'allais te demander tout à l'heure. Est-ce que les loyautés, justement, sont induites que par la famille ? Mais ça, tu viens d'y répondre. En fait, ça peut être... Ça peut être l'école, ça peut être la société, ça peut être tout, tu vois. Je dis n'importe quoi. Ça correspond, du coup, à un standard de genre, un peu. Bien sûr. Quoi bien sûr. Ça va aussi ça. Pour tous les jeunes LGBT, le fait de pas réussir... de pas réussir, s'ils le souhaitent, d'avoir très, très peur de faire son coming out, ça vient de là. Parce qu'en fait, ils seraient dans une société où ils sont sûrs que leurs parents et leurs amis soient capables d'entendre sans aucun problème leurs questions de genre. En fait, ils ramèneraient leur mec et leur nana très rapidement à la maison sans avoir très peur du jugement, en fait. Et sans avoir peur que ce soit quelque chose qui entache la famille, sans avoir peur de tout ça. Et ça fait partie autant de la famille que de la société. Par exemple, j'étais très étonnée, mais là, la plupart de mes patientes, elles ne parlent pas de sexe avec leurs amis. Elles ne parlent pas de leurs problèmes. Parce que c'est des choses, elles ont honte, elles ont l'impression d'être moins femmes, elles ont l'impression de... Notamment le vaginisme, c'est... Comment ça se fait ? Elles sont cassées. Et elles me le disent toutes. Mon corps, il est cassé, il n'est pas capable de recevoir. Alors que non. Mon corps, il n'est pas cassé, c'est parce qu'en fait, tu es loyal à quelque chose qu'on t'a induit quand tu étais plus jeune. Et du coup, casser cette loyauté, ça veut dire aussi remettre en question toute la vision que tu avais de ta famille, tu vois. Ouais, c'est hyper profond. Est-ce que tu peux nous définir le vaginisme pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire ? En fait, tu as plusieurs sortes. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, enfin, qui va sortir le 19 octobre, pardon. 19 novembre, sur le vaginisme et vulvodynie. C'est sorti du coup. Attends, on est le combien ? On est le 26. Ou c'est en décembre, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, le temps passe vite, Juliette. Voilà. Donc, il y a un bouquin qui va sortir, j'ai du mal ce soir, le 19 décembre, qui s'appelle Vulvodynie et vaginisme. Ah, je crois que tu m'en as parlé ou j'ai vu passer l'info. En gros, c'est de Claire... Il va falloir que je retrouve. On mettra dans la description. Voilà. Je sais qu'en tout cas, le lancement est à libre à lire dans le 11e à Paris, à 19h30, le 19 décembre. D'accord. Mais justement, elle définit tout ça. Après, le vaginisme, en fait, tu as les vulvodynies, le vaginisme et la dyspareunie. Les vulvodynies, c'est un problème qui vient soit psychologique, soit physique, soit les deux, et qui fait que tu peux avoir des douleurs ou tout simplement des blocages, impossibilité d'entrer quoi que ce soit, tellement tu es contracté à l'intérieur. Et du coup, le vaginisme, c'est le problème psychologique en soi. Et la dyspareunie, c'est le problème physique. D'accord. Donc, en général, ça te fait un lien entre les deux. Oui. Voilà. Donc, du coup, ça vient de là aussi. Entraîner... C'est pas normal en soi, mais c'est extrêmement, extrêmement commun. Comme c'est des choses qui viennent des loyautés justement familiales et pas que. Du coup, en fait, à partir du moment où tu as un père ou une mère qui t'a chambré pendant toute ton enfance sur ta capacité à être sexy, jolie, ce genre de choses, sur le fait que tu sois grosse, sur le fait que tu sois pas assez intelligente, etc. C'est une façon de te voir. Donc c'est une forme de rejet, du coup C'est une forme, d'humiliation, de rejet, etc. Et du coup, en fait, le cerveau est absolument magique là-dessus, c'est-à-dire qu'il te protège. Donc c'est complètement de la protection.
En gros, le cerveau ferme et se dit « Ok, en fait, quand je serai en sécurité, là, ça sera possible d'ouvrir. » Mais le problème, c'est qu'à force, parce que malgré tout, c'est des loyautés qu'on se tape dans notre vie quotidiennement. Je veux dire, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Friends. Je pense que c'est un des pires trucs qui a pu arriver chez les femmes, parce qu'on parle de grossophobie. Je t'explique même pas sur l'intersectionnalité à quel point c'est vraiment à chier. Et puis, du coup, tu vas avoir de la... Il y a tout. Il y a du racisme, de la grossophobie, du truc. Et en fait, c'est des choses qu'on a appris toutes nos générations. Je sais plus si on a à peu près le même âge, mais on a été, tu vois, éduqués au film à l'eau de rose, etc. Où la nana, elle comptait combien de mecs elle avait pas le droit de dépasser, combien d'amants qu'elle avait eu, etc. Tu prends même les American Pie. American Pie, ouais, mais au final, ça parlait de sexualité d'une façon ouverte, mais en même temps, très machiste. Mais d'un autre côté, ça avait cet avantage-là. Nous, on n'avait pas eu de film sur la sexualité ouverte, sur les problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'un mec se finit par se branler dans une tarte ? D'un point de vue psychothérapeutique, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il n'avait pas de moment à lui, d'instant à lui, où il pouvait avoir la possibilité de tester les choses aussi. Et tu vois, et justement, sur la loyauté, ça vient de là aussi. Je sais pas si tu te souviens, ce truc très très drôle où il disait, par rapport au body count, déjà à l'époque, body count, c'est la liste de personnes avec qui vous couchez. C'est ça, ouais, le nombre de personnes avec qui tu as eu des rapports. Et ton chien est en train de mâchouiller le fil du micro. Et en fait, déjà à l'époque, dans les films, dans les American Pie, ils disaient, ouais, mais en fait, si une nana te donne un chiffre, il faut que tu multiplies par 3, parce qu'elle ne t'aurait pas dit la vérité pour pas passer pour une salope. Et si un mec te donne un chiffre, il faut que tu divises par 3, parce qu'il aura augmenté pour paraître viril et sexy, etc. Donc tu vois, même à l'époque, et on parle d'un truc un peu vieux quand même. Et ça fait partie en fait des loyautés. Donc pas les familiales, ce pour qu'on est là, mais c'est complètement ça. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ok, donc il y a des impacts donc, dans la sexualité. Dans la sexualité, dans nos relations, ça tu l'as dit dans aussi. Nos relations. Dans à quel point on va... Ouais, même les amis, à quel point, de quoi on va parler, à quel point... voilà. Ouais. Parce qu'au final, on les choisit, nos amis. Si on est par exemple dans une famille... exemple de base, extrêmement raciste. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à casser cette loyauté ? Parce que qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à dire à ta famille, en fait, vous êtes bien mignons avec vos conneries, mais moi, mes amis peuvent avoir des couleurs et on s'en fout, en fait. Ou alors, plutôt l'inverse, on valorise. Mais voilà, c'est pas censé être quelque chose qui pose problème. Et en fait, faut c'est même pas censé être un sujet, quoi. C'est même pas censé être un sujet. Et pareil avec le LGBT. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est réussir à casser ça. Donc, l'avantage, c'est qu'on a l'école qui peut permettre de temps en temps à sortir du cadre et travailler sur les loyautés, mais il y a aussi des loyautés d'école de base, voilà. Moi, par exemple, je travaille avec des associations qui sont abolitionnistes de la prostitution. Moi, je trouve ça assez compliqué. Mais en même temps, en fait, ils travaillent avec des ados qui se sont déjà prostitués, etc., qui reposent des bases. Et en fait, c'est des gamines qui ont eu... gamines et gamins, qui ont eu une vie extrêmement compliquée, donc en fait leurs principes de loyauté ne vont plus qu'à eux. Mais d'un point de vue complètement cassé. Parce que qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont de la valeur ? Comment est-ce que ils peuvent être liés encore à leur famille, etc., qui malgré tout les a rejetés, donc il y a un énorme travail là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font en fait pour casser ces loyautés quand ils y arrivent ? Et c'est très 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 compliqué pour eux, parce qu'en fait ils doivent reconstruire entièrement tout leur contexte en fait de loyauté quand ils le connaissent, parce qu'en plus ça dépend des situations, et en plus où est-ce que ça va, est-ce qu'ils sont du coup en sécurité dans cette association là et du coup ils se sentent bien et la loyauté va aller à eux et du coup ils vont entendre ce qui se passe pas, etc., ou est-ce que en fait ils vont rester aussi loyaux à leur famille et puis continuer ce qu'on leur a appris qui va souvent par se mettre en danger pour pouvoir réussir à survivre. C'est recasser tout ce truc-là, donc ça va même très très loin, quoi. Dans le rôle en soi, dans la société de ces gamins-là, se joue sur le système de loyauté. Ouais, complètement. Et dans nos vies quotidiennes aussi, on peut le revoir, en fait, finalement, ces formes de loyauté, le fait de faire plaisir, d'essayer d'être parfaite, parce que la perfection n'existe pas vraiment, d'être bien partout, de gérer tout, d'être là pour tout le monde, mais malheureusement moins pour soi. Ça part aussi finalement de toutes ces loyautés familiales qu'on peut avoir. Bien sûr. C'est comme un héritage maudit, quoi, en fait. Regarde les mamans. Genre, c'est ça. Comment est-ce que tu gères la grossesse ? Est-ce que tu vas pouvoir
avoir perdu assez de poids, comme si c'était ce qui importait. Ouais. Genre, la première chose que les gens disent une fois avoir vu le bébé et tout, c'est waouh, t'as réussi à bien perdre. Ouais, c'est vrai. Ou pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en Ouais, fait. ouais, À quel point c'est genre, déjà, elle est en vie, et en plus, elle a créé un humain, quand même. Ouais. Enfin, je veux Oui. dire, voilà, tu vois, c'est des choses, c'est quand même... Et après ça, ben, est-ce qu'elle a le droit, parce qu'au final, ça va avec la loyauté, est-ce qu'elle peut donner le sein? Est-ce que elle donne pas le sein? Est-ce que, tu vois, c'est aussi tout ça. Dans quelle école ils les ont mises? Dans quel... Tout ça, ça dépend. Quel métier tu finis par choisir? Ben, à quel point est-ce que t'es loyal à tes parents? Si tes parents, ils valorisent que les métiers comme la médecine, par exemple, ben, si tu ne fais pas médecine, t'arrives à passer outre la loyauté familiale, quoi. Ouais, complètement. Mais je réfléchissais quand tu disais par rapport aux mamans, oui, j'ai un exemple très concret. Je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux, mais Victoria Beckham, quand elle a fait son retour de couche, elle est revenue sur un plateau télé et ils l'ont fait se peser devant tout le monde. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà fait ça avec, comment elle s'appelait, la nana qui jouait dans Charmed à l'époque. Ah bah ils l'ont fait plusieurs. Mais après ça date, hein. C'était pas Lala. Hein. Oui, non. Mais ils l'ont fait aussi avec elle, ouais. Bah il me semble, après je te dis peut-être des non, mais c'est bêtises, c'est fort probable. Ouais, bien sûr. Et ils l'ont fait se peser pour voir si au retour de couche elle avait... Enfin c'est hyper humiliant. Ah mais c'est extrêmement humiliant. Et puis quand tu regardes par exemple Britney Spears, c'est pareil. Enfin, ce qu'on considérait comme gros et tout ce qu'elle s'est pris comme lame dans la tête par rapport au fait qu'elle avait pris du poids, qu'elle s'était rasé la tête, que ci, que là. Bah en fait ça fait partie de ça aussi, hein, malgré tout. Je veux dire, pareil, tu vois, je parle de raser la tête. Combien de femmes arrivent à se couper les cheveux à l'heure actuelle sans avoir l'impression, tu vois, sans se dire, ok, bah en fait, quand je vais rentrer là en famille, on va me dire, ah mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Ça fait trop masculin, ça fait trop tout ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça fait partie. Ouais, la vision de la féminité aussi, je pense que c'est un truc qu'on nous lègue un peu et qui est vachement ancré. Et tu vois, même les vêtements. Enfin, moi, je sais, quand j'étais plus jeune, je m'habillais beaucoup en noir aussi. Bah en fait, ma famille, ça allait, mais... Enfin, ma famille proche. Mais mes grands-mères, à chaque fois, c'est oui, il faut pas que tu t'habilles en noir, faut qu'ils mettent de la couleur, etc. Tu vois, c'est ces trucs... ce qu'on perpétue, qui rentrent dans notre tête et qui peuvent nous brider. Et quand ça nous satisfait pas, on s'éloigne de nous, finalement. En fait. C'est pour ça qu'il y a des dissonances et des tels mal-être. Après, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui permet aussi à l'adolescence... tu vois, de se dire, ok, est-ce qu'on va m'aimer si je fais des conneries et si je passe outre les loyautés familiales? Et quand ça se passe bien, oui. Quand en plus t'es suffisamment virulent pour parce qu'il y en mettre a forcément, faut quand même le dire. C'est ça. Donc il y en a, ça se passe bien, etc. Il y a des parents qui font leur mieux, voilà. Ah, bien sûr. Mais c'est surtout ça qui est important, c'est l'idée est pas non plus en fait, de dire que nos parents font mal, c'est que t'as des parents qui vont faire de leur mieux et ça n'empêche pas qu'il y a énormément de... tu vois, de loyauté à casser, en fait. Parce que du coup, ça fait vraiment partie de tout ça. C'est-à-dire que l'idée est pas, même quand ça va pas bien, tu vois, l'idée, elle est pas de couper le lien si ça va très très mal avec ta famille. Enfin, dans tous les cas, c'est pas mon rôle quand je suis en cabinet de le dire, mais c'est plutôt réussir à s'écouter, réussir à se dire, bien sûr. ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'appartient aussi. Est-ce que je suis complètement paniquée à l'idée d'aller dans ma famille parce que je me dis, ok, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va le vivre, etc. Un peu comme ce que je te disais par rapport à ma sœur, où en fait, à chaque fois avant Noël ou la moindre réunion, on se dit, ok, bon, alors moi, là, je vais avoir pris du poids, je vais avoir des boutons aussi, et puis je suis pauvre parce que du coup, je suis en train de monter ma boîte, et puis il y a ça, donc on est d'accord que s'il y a qui que ce soit qui commence à poser des questions, on n'en parle pas, tu vois. Et du coup, l'une protège l'autre. Mais tout le monde n'a pas ça dans sa famille. C'est clair. C'est génial, ce truc que vous faites. C'est assez drôle. Mais tu vois, on peut aussi... En fait, sans avoir la sœur au quotidien, c'est juste se dire, en fait, se trouver une personne safe si on peut en avoir une, même à distance. Ouais. Et tu vois, dire, ok, là, je vais dans ma famille, je garde mon téléphone au cas où ça va pas, etc. Comment ça se passe et tout. Quitte à faire la notion du pire, c'est-à-dire t'envisages le pire de tout ce qu'on peut te dire et on essaye de réfléchir à l'avance à chaque phrase qui pourrait commencer le truc. Et dès que tu sens que ça arrive, tu te notes une phrase dans le téléphone pour t'en rappeler et tu l'as dit. En mode, non, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, est-ce qu'on peut changer de sujet? En fait, c'est complètement ok, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est problématique, c'est que y a des gens qui vont dire, ah, t'es pas drôle, pourquoi est-ce que tu veux changer de sujet, ça va pas? Ouais, non, parce que j'ai pas envie, en fait. Mais t'as le droit de pas avoir envie de parler d'un sujet qui t'appartient. En fait. Qui t'appartient. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et en fait, je pense que c'est vraiment super important, quoi. Ouais, complètement. De poser ça. 1, 2, 3.
T'es un peu partie dans les tips. Est-ce que t'as d'autres tips à nous donner par rapport à ça quand c'est un peu touchy pour nous, justement, toutes ces réflexions ou ces violences qu'on peut avoir dans les familles. On n'a pas beaucoup abordé quand, justement, c'était des agresseurs, mais parce qu'on peut pas tout aborder et que c'est aussi un sujet, je pense, qui mériterait un traitement à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Mais sachez que c'est pas parce qu'on l'a oublié ou pas abordé dans nos têtes. Non, parce que c'est très très présent. C'est très présent et toi, Juliette, tu le sais. Mais est-ce que tu aurais des tips à nous donner qui pourraient nous permettre d'aborder les fêtes et en général le lien à la famille plus sereinement, justement? Ben justement, je pense qu'il y a 2-3 exos qu'on peut mettre en place. Après, c'est même pas que par rapport aux fêtes, c'est-à-dire juste déjà au quotidien. Quand il y a des choses sur lesquelles on sent pas, on a le moindre doute, se dire ok, à qui est-ce que je suis loyale quand je fais ça ou quand je ne dis pas ça? Qui est-ce que je protège? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et si c'est pas moi, ben en fait c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est censé se protéger nous en priorité. Bien sûr nos enfants, etc. Mais nous en priorité, parce que malgré tout, ben tu vois, il y a beaucoup de mères qui s'oublient et qui vont laisser, qui vont s'en prendre plein la gueule parce qu'elles vont être concentrées sur leurs enfants, sauf que l'idée c'est qu'elles puissent continuer à bien aimer des moments passés avec leur famille, et puis voilà. Et pouvoir poser des limites aussi. Pour revenir sur tout ce qui est violence, c'est super important. Donc est-ce que j'ai envie de protéger ma famille ou est-ce que j'ai envie de me protéger moi ou mes enfants? C'est tout aussi important. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de genre fermer les yeux, se dire ok, là je sens une émotion qui est assez forte, qui est en lien avec ma famille, donc t'écoutes et tu te demandes où est-ce que ça serre, où est-ce que ça brûle, où est-ce que ça se ferme. Par exemple, dans mon corps, comment est-ce que je me sens sous ma poitrine, est-ce que ça bouillonne, etc. T'essayes de le noter, t'essayes de définir quelle émotion est liée, ou quel moment, quel souvenir, qu'est-ce qui pop. Après, tu peux faire sinon 2 colonnes, tout simplement. Genre, dans le même principe, qu'est-ce qui vient de ma famille, qu'est-ce qui vient de moi au quotidien. Genre, est-ce que... là, par exemple, je me regarde devant le miroir, est-ce que je suis assez jolie, est-ce que je suis grosse, est-ce que... Voilà. Bah, en fait, la plupart du temps, on va répéter les mouvements que nos mères ont fait quand on était petite devant le miroir. Donc, si on a vu notre mère se regarder et dire « Oh là là, je me déteste », bah, en fait, on va avoir tendance à se regarder dans le miroir et dire « Oh là là, je me déteste ». Et ça, c'est des choses, bah, en fait, se dire « Ah ouais, mais en fait, si je le fais, ça vient pas de moi. Ça vient de l'image que j'ai de la femme devant le miroir, et notamment l'image de ma mère devant le miroir. » D'accord. Donc, et puis tout simplement, par exemple, quand on est petit, on a tendance à se dire t'assieds pas en prenant de la place, ferme les jambes, tu vois, croise les jambes ou ce genre de choses, notamment quand on est petite fille, moins les garçons du coup, mais mais voilà, bah c'est des choses, il y a des fois on croise les jambes, est-ce qu'on le fait par habitude, est-ce qu'on le fait par tenue, par maintien, etc., ou est-ce qu'on le fait parce qu'on n'est pas censé prendre de la place, quoi. Tu vois, c'est ce genre de choses, c'est des questions tout bêtes, mais en fait au quotidien, le fait de le réaliser, c'est super important. Et après tout simplement le droit à la distance et à l'identité, c'est-à-dire se rappeler justement par rapport à la phrase que je disais, tu poser une limite, c'est pas une trahison. Et est-ce que je veux me construire, et notamment pour mon sujet, est-ce que je veux construire ma sexualité sur leur peur ou sur mes propres besoins. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment important, quoi. Donc, merci pour ces tips, ils sont hyper importants. Et que ce soit pour les fêtes de famille, où c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de réunions, on est quand même plus confrontés à tout ça, même si on n'oublie pas qu'il y a des familles dans lesquelles on ressent peut-être pas tout ça et que peut-être c'est moins présent et c'est génial. Mais à chaque étage et à chaque niveau, je pense que ces outils sont cool à mettre en place. Et on voulait vous parler, pour finir, de notre atelier qu'on anime toutes les deux le 13 décembre. Donc à Rouen, du coup c'est du Fleur Sucrée, Fleur Sucrée qui est place des Carmes. Voilà. Et peut-être que ça vaudrait le coup qu'on fasse en visio aussi un jour. Oui, on pourra l'ouvrir en visio si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est bien d'en parler, on va ouvrir la réflexion, donner des tips, moi dans mon domaine et Juliette dans le sien, parce qu'on a des postures différentes, donc on trouvait ça intéressant de s'allier pour faire des ateliers, puisqu'on apporte des choses différentes, de par nos métiers et nos personnalités tout simplement aussi, et nos outils, et la façon de le mettre dans notre quotidien. Donc de toute façon je le remettrai en description, et on va vous remettre aussi sur nos réseaux. D'ailleurs Juliette, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, donc @Juliette __ à l'envers, et sinon sur LinkedIn Juliette Preta Palacio, mais je sais pas lequel est le plus simple à retenir.
Mais de toute façon, t'inquiète pas, Voilà, tu vas ça me les sera envoyer. Je le mettrai, et comme ça, ils pourront directement aller dessus s'ils veulent te suivre. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des messages si ça vous a parlé, tout ce qu'on a dit, à vous inscrire à notre atelier, bien sûr, si vous en avez envie, si vous êtes dans le coin, à aimer, à soutenir le podcast où on parle du coup de tous ces sujets-là à suivre, parce que c'est vraiment, le podcast, on se rend pas compte, mais c'est dur parce qu'en fait, on y met énormément d'amour, de passion, de temps, mais c'est pas facile en fait d'avoir les retours des personnes. On se rend pas compte l'impact que ça peut avoir. Donc si vous avez envie de partager des choses, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de soutenir, franchement, un like, un abonnement, un commentaire, c'est énorme. C'est énorme pour nous. Donc n'hésitez pas. Je vous mets tout en description par rapport au compte qu'on a cité, à notre atelier, au livre aussi, tout à fait. Et puis hâte de refaire un podcast avec toi. C'était super intéressant. 1, 2, 3. Parce qu'on ne trahit personne en choisissant, mais on inaugure une nouvelle génération. Et ça va avec le fait de garder ce que nos mères et nos pères nous ont appris de positif aussi. Quoi. Ouais, complètement. Et ça, je trouve ça assez important. Et du coup, je rajouterais même de rester, d'être loyal envers nous-mêmes dans ce qu'on veut transmettre. Oui. Autant qu'on veut rester loyal à notre famille quand c'est OK. Ouais. Je pense que c'est l'équilibre des deux qui n'est jamais facile, Non. mais qui... Et l'objectif, en fait, finalement... Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi se poser la question de pourquoi on les aime, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont aussi géniaux, et si il y a des personnes qu'on n'a pas envie de voir, on a le droit de pas les voir. C'est ça. Et puis, on a parlé des parents, mais bien sûr, ça inclut toute la famille en général, et la famille choisie aussi, finalement, des fois, choisie à un moment donné. Oui, bien sûr, qui a beaucoup de valeur aussi, en fait. Exactement. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. On vous remercie pour l'écoute, d'être resté jusqu'à la fin. Nous, en tout cas, on a kiffé parler de ça. C'était très intéressant pour nous et j'espère que ça vous intéressera aussi. On vous dit à bientôt et on vous fait des gros bisous. Des bisous.